À ce moment, les forces américaines ont débarqué des hélicoptères et saisi le pétrolier vénézuélien. À ce moment, les relations États-Unis-Venezuela étaient au plus bas, mais Maduro semblait y répondre. Il espérait, non pas parce que son armée pouvait résister aux États-Unis, mais parce qu'il croyait que des forces secrètes dans l'ombre le soutiendraient. Les deux camps ont compris ce qu'il en était réellement. Parmi tous les pays du monde, le Venezuela se distingue pour deux raisons principales. La première, eh bien, elle est assez évidente. La ressource sans laquelle le monde... Pourquoi? Des années de corruption, de mauvaise gestion et d'effondrement institutionnel. Mais peu importe, il y avait toujours le pétrole. C'est ce que le monde voulait. C'est pourquoi de nombreux pays voulaient avoir le Venezuela à leur côté. Mais certains d'entre eux semblaient être trop gentils. Le monde nommait ces pays la coalition CRINC. Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, et cette alliance a rendu Nicolas Maduro plus rigide et impitoyable. Cela a entraîné corruption et oppression systématique du peuple vénézuélien. Cela ne dérangeait pas ces pays, leurs deux objectifs étant atteints, sécuriser le pétrole et contrôler l'Amérique. Ça paraît assez fou, mais c'est bien ce qui s'est passé. À mesure que les besoins énergétiques augmentaient dans le monde, la demande de pétrole a explosé, et le Venezuela est devenu de plus en plus important pour la planète. Logiquement, les exportations de pétrole du Venezuela auraient dû exploser, mais la réalité est tout autre. En 1998, avant Hugo Chavez, le pays produisait environ 34 millions de barils de pétrole par jour. Au moment où Chavez est décédé, et que Nicolas Maduro a pris la présidence en 2013, la production était déjà tombée à environ 27 millions de barils par jour. Après, 2019, la production pétrolière du Venezuela est tombée à environ 1 million de barils par jour. C'était étrange pour un pays ayant raté la chance de devenir l'un des plus riches en vendant du pétrole. Mais sur le terrain, la réalité montre que c'était vraiment destiné à cela. La mauvaise gestion économique et la corruption semblent être la raison évidente, mais en réalité, c'était autre chose au fond. Au départ, la mauvaise gestion a causé le déclin. Ce déclin a fait du Venezuela un centre pour de puissants réseaux criminels et des organisations de trafic de drogue comme Trend, Aragua, Tren Delano et le cartel des Fils. La vie quotidienne est devenue plus dangereuse pour les citoyens. Puis Nicolas Maduro a pris la présidence en 2013. Les choses ont-elles changé? Oui, elles ont changé. Le seul problème, c'est que ces changements qu'il a apportés ont transformé le Venezuela en enfer. Les conditions de vie ont fortement empiré, et il est souvent qualifié d'autoritaire. Il a été accusé de corruption et de lien avec les cartels de la drogue à cause de la mauvaise gouvernance. Depuis 2014, près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, soit plus que la population de nombreux États. Environ 85% se réinstallent dans d'autres pays d'Amérique latine, dont au moins 3 millions rien qu'en Colombie. Les groupes armés à la frontière entre la Colombie et le Venezuela mettent encore les migrants en danger, aggravant l'insécurité et la crise humanitaire qui dépassent la capacité des pays voisins à offrir logement, soins et emploi. À cause de la crise au Venezuela, le trafic de drogue et les réseaux criminels ont prospéré en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Les États-Unis ont tenté à plusieurs reprises de freiner le trafic de drogue et la corruption systémique du Venezuela via des sanctions, surtout après 2018. Sanctions. Retenez ce mot, car il a transformé le Venezuela en terrain de conflit pour les superpuissances. Les mesures américaines ont dépassé le secteur pétrolier vénézuélien et visent aussi les entreprises étrangères encore actives à Caracas. Cela a montré que Washington voulait isoler économiquement et diplomatiquement le régime Maduro. Mais plus de 10 ans ont passé, et Maduro reste au pouvoir.
Tout cela parce que ses parrains, la coalition Krink, ne voulaient pas qu'il échoue. Le monde pensait que le pétrole était la raison principale, jusqu'à ce que des manœuvres plus importantes prouvent le contraire. Les alliés de Maduro ont offert plus qu'un soutien diplomatique, permettant au Venezuela de fonctionner malgré les sanctions et l'isolement des marchés mondiaux. La Russie a servi d'intermédiaire pour compenser la chute de la production pétrolière vénézuélienne et vendre son brut à l'international. Depuis 2001, les deux pays ont officialisé leur partenariat énergétique, axé sur des projets de pétrole lourd dans la ceinture de l'Orénoque. Les entreprises publiques russes possèdent des parts dans 3 coentreprises vénézuéliennes, produisant environ 107 000 barils de brut par jour. Cela représente environ 11% de la production vénézuélienne et génère près de 67 millions par mois, selon Francisco Manaldi, directeur du programme énergie à l'université RIS. La Russie détient aussi des droits d'exploration et d'exportation sur les champs gaziers offshore de Patao, Meguelones et Proved au Venezuela. Mais les réserves de brut vénézuéliens inexploitées pourraient valoir jusqu'à 5 milliards. Puis est arrivé le deuxième plus grand soutien de Maduro. Pékin est devenu le principal créancier du Venezuela et son plus grand acheteur de pétrole, acheminant souvent les cargaisons par des tiers pour contourner les sanctions américaines. Son financement avec la Chine repose sur 2 principaux mécanismes. Le premier est un fonds à long terme de 20 milliards, le second, le soi-disant fonds chinois. Parti de 4 milliards pour atteindre près de 5 milliards, c'est une somme incroyable, non? Mais ils le regrettent aujourd'hui. Une étude d'économistes vénézuéliens sous la direction de Ricardo Hausmann révèle l'ampleur de la crise financière du Venezuela. Le rapport indique que la dette extérieure du Venezuela atteint environ 160 milliards de dollars. Au moins 25,5 milliards sont dus directement à la Chine sur ce montant. Cette dette apparaît dans les bilans de la BANDES, Banque de développement du Venezuela fondée par Hugo Chavez. Le service de cette dette chinoise coûte au Venezuela entre 5,5 et 6 milliards par an, un fardeau énorme pour une économie déjà au bord du gouffre. Notez que ce chiffre concerne uniquement les accords gouvernementaux. Il ne tient pas compte des dettes privées détenues par des entreprises chinoises ou des coentreprises sino-vénézuéliennes qui financent. Tout allait bien. Mais en 2018, l'inattendu s'est produit. En décembre 2018, la Russie a démontré son soutien au Venezuela en y envoyant des bombardiers stratégiques à long rayon d'action. Peu après, Moscou et Caracas ont signé des accords de coopération militaro-technique, et le Venezuela a proposé à la Russie l'accès à la base militaire de l'île La Ochila, près des côtes américaines. En 2019, des avions de transport russes ont atterri à Caracas, transportant 35 tonnes de matériel militaire et technique. Entre 2005 et 2013, les exportations d'armes russes vers le Venezuela ont grimpé à environ 11 milliards, incluant des Su-30 MK hélicoptères, Mi-35 et Mi-17 chars, artillerie automotrice et systèmes de défense aérienne avancés comme le S-300 VM. Ce n'était pas un soutien symbolique, mais un partenariat militaire à grande échelle. La Russie faisait tout son possible pour aider son cher ami. Parlons franchement, en géopolitique, il n'y a ni ami, ni ennemi permanent, seulement des intérêts. La Russie observait la deuxième superpuissance, tandis que le Venezuela en comptait une. Pour Moscou, cette relation relevait d'une double stratégie. Le Venezuela donnait à la Russie une position avancée rare dans l'hémisphère occidental, contrebalançant la domination militaire américaine. En 2025, une lettre l'a confirmé. Selon un rapport d'octobre 2025 du Washington Post, Nicolás Maduro a écrit à Vladimir Poutine pour demander de l'aide pour renforcer la défense aérienne du Venezuela. La lettre demandait la réparation des Sukhoi Su-30 MK, de la révision de 8 moteurs et 5 radars. En Russie, achat de 14 ensembles de missiles russes présumés et soutien logistique supplémentaire. Maduro a souligné que les avions de chasse Sukhoi représentaient le moyen de dissuasion le plus important dont disposait le Venezuela face à une menace de guerre potentielle. Il a également demandé un plan de financement à moyen terme sur 3 ans via Rostec, le conglomérat public russe de la défense, bien qu'aucun montant n'ait été précisé. La lettre aurait été apportée à Moscou par le ministre des Transports du Venezuela, et une seconde lettre devait être remise au vice-premier ministre russe Denis Mantourov. On ignore si le Kremlin a reçu ou répondu à ces demandes, aucune partie n'ayant confirmé une aide concrète. Pas officiellement, mais officieusement, l'avion mystérieux cité plus tôt raconte une autre histoire. Peu après, des rapports sur la lettre de Maduro ont émergé. Le plus grand avion de transport russe, Il-76, est arrivé à Caracas fin octobre après avoir suivi un itinéraire détourné avec plusieurs escales, bien que ce qu'il transportait n'ait jamais été révélé publiquement. À la même époque, Maduro a déclaré à la télévision que le Venezuela possède 5000 missiles anti-aériens russes.
Ce sont des missiles ILGAS, des systèmes à courte portée et à basse altitude, comparables aux Stingers américains. Ils peuvent cibler drones, missiles de croisière, hélicoptères et avions à basse altitude. Mais des doutes persistent sur leur qualité, leur entretien et leur performance réelle. Des sources russes ont aussi évoqué la livraison possible de systèmes de défense aérienne plus avancés, comme le Pantsir S-1, une démarche cohérente avec la ratification rapide par Moscou d'un nouvel accord stratégique avec le Venezuela, incluant une coopération technico-militaire accrue. La Russie a historiquement montré son soutien par des actions symboliques, comme l'envoi de bombardiers nucléaires au Venezuela en 2018, l'amarrage de navires de guerre en 2024 et la reconnaissance d'une présence militaire limitée en 2019. Plus récemment, le renseignement militaire ukrainien a rapporté qu'un général russe supervise désormais une mission rotative au Venezuela, avec environ 120 membres du personnel formant les forces vénézuéliennes dans des domaines allant de l'infanterie et des drones à l'artillerie et au soutien du renseignement. Malgré tout, les États-Unis cibleraient-ils encore le Venezuela? Ce serait insensé, pensait-on. Pourtant, ils sont toujours restés attentifs. Le Venezuela. La seule chose qu'ils devaient faire était de s'assurer que les alliés du Venezuela n'interviendraient pas en cas d'attaque. Maintenant, il y a deux options. La première, utiliser la force brute. La seconde, le moment parfait. L'Amérique fait le choix le plus intelligent au bon moment. Inutile de consulter les experts américains. Les Russes suffisent. Des responsables et analystes russes ont admis les limites, l'un affirmant que la Russie n'ira pas en guerre pour le Venezuela. Les analystes s'accordent à dire que la Russie n'a ni la capacité ni l'intérêt de fournir un large soutien militaire. Aujourd'hui, les ressources de Moscou sont bien plus limitées qu'en 2019, en raison de sa guerre en Ukraine et des lourdes sanctions occidentales. La distance seule rend une intervention difficile, selon un analyste principal. Si les États-Unis étaient sérieux au sujet d'un changement de régime par la force au Venezuela, il serait peu probable que la Russie puisse aider de manière réelle et efficace. L'autre grand allié du Venezuela, Pékin, traverse un ralentissement économique et reste prudent face à toute action risquant des sanctions secondaires ou de perturber des négociations avec Washington. Les actions financières américaines contre Caracas rendent un large soutien chinois coûteux et complexe, d'autant que la Chine cherche à calmer les tensions tarifaires. Après leur rencontre en Corée du Sud, Xi Jinping a invité Donald Trump en Chine pour avril 2026 d'élias. En fait, la Chine essaie maintenant de tirer profit de la détérioration de la situation du Venezuela, en exigeant des réductions encore plus importantes sur le pétrole vénézuélien. Ce n'est pas le comportement d'un allié fiable. Pas de chiffres précis, le gouvernement vénézuélien n'ayant rien publié depuis 7 ans. La majorité des analystes estiment que le pétrole compte pour plus de 80% des exportations, certains allant jusqu'à 90%. La majeure partie de ce pétrole alimente le marché noir, la majorité finissant chez des raffineurs indépendants en Chine. Les entreprises publiques chinoises évitent ces achats pour ne pas risquer de sanctions. Mais Pékin ignore souvent les cargaisons vers des entités non étatiques, surtout quand les pétroliers masquent leur identité. Le pétrole ne semble donc pas venir du Venezuela. Près de 80% du pétrole vénézuélien arrive en Chine par ces voies. Environ 17% va aux États-Unis grâce à une licence accordée par le Trésor américain, à Chevron, tandis qu'environ 3% est envoyé à Cuba, principalement à des conditions subventionnées. Le Venezuela a également traditionnellement exigé un paiement partiel anticipé pour les cargaisons de pétrole. Peu d'acheteurs acceptent encore ce risque. Un pétrolier de 2 millions de barils vaut environ 100 millions même avec les remises, une somme que peu osent risquer si les États-Unis le saisissent. En conséquence, les acheteurs s'attendent de plus en plus à ce que le Venezuela lui-même assume une plus grande part du risque. Pour Maduro, la seule façon de vendre le pétrole vénézuélien aujourd'hui est d'accorder de plus fortes remises et moins d'exigences de prépaiement. Les volumes d'exportation risquent également d'en pâtir, ce qui pourrait forcer des réductions de production coûteuses et difficiles à inverser. Tout cela étouffe encore davantage les revenus déjà limités sur lesquels Maduro compte pour faire fonctionner l'État. La hausse des exportations montre le désespoir de Petróleos de Venezuela, société anonyme, de prévenir l'effondrement total des revenus pétroliers. Cependant, la chute des prix mondiaux du brut et les sanctions américaines ont surtout touché les bruts lourds du Venezuela. La Chine, principal acheteur asiatique du Venezuela, est déjà inondée de bruts russes et iraniens fortement bradés, ce qui réduit considérablement le pouvoir de négociation de Caracas pour maintenir les expéditions. Les négociants disent que Petróleos de Venezuela, société anonyme, a dû réduire ses prix, les remises par rapport au Brent étant maintenant 2 fois plus élevées qu'il y a un an. Petróleos de Venezuela,
société anonyme à peu de pouvoir de négociation, a indiqué un négociant, ajoutant que les transporteurs demandent une compensation plus élevée à cause des risques près des ports vénézuéliens, où se trouvent des navires militaires américains. Selon Vladimir Rouvinsky au Wall Street Journal, la Russie n'aidera pas Maduro davantage. Reuters rapporte qu'après les sanctions, le pétrole vénézuélien a transité par la filiale suisse de Rosneft. Des transferts entre navires ont servi à masquer l'origine vénézuélienne du brut avant son arrivée en Chine. De juillet à décembre 2020, Reuters a noté que 18 pétroliers ont livré environ 197 millions de barils de brut vénézuéliens reconditionnés à la Chine. Rosneft, le géant énergétique russe, joue un rôle clé en formant des co-entreprises avec Petróleos de Venezuela, société anonyme dans divers champs pétroliers et gaziers. Rosneft a réduit sa participation à 40% dans la majorité des projets. Moscou présente ce geste comme respectant la souveraineté pétrolière du Venezuela et un partenariat, malgré une influence russe accrue récemment. Les acheteurs chinois s'intéressent peu au brut marais vénézuélien, même avec 14 $ de rabais sous le Brent, et une autre cargaison pour début 2026 aurait été vendue à 15 $ sous le Brent. Fin d'année dernière, les rabais étaient de 5 à 8 $ le baril. Au lieu d'aider le Venezuela, cette dynamique réduit progressivement les options de survie à long terme de Maduro. Le pétrole vénézuélien sanctionné par les États-Unis concurrence directement l'industrie pétrolière russe, également sous sanctions américaines, visant nombre des mêmes acheteurs, surtout la Chine. Mauvaise nouvelle pour le Venezuela. Ce schéma reflète leur réaction pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, où Moscou et Pékin ont offert un soutien diplomatique, mais sont restés en retrait, après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Fait crucial, la Chine et la Russie privilégient toutes deux d'importants accords diplomatiques et commerciaux avec Trump, ce qui leur laisse peu d'incitation à dépenser du capital politique. Lors d'une confrontation, abandonnée par ses alliés et sous la pression des États-Unis, le Venezuela a enfin vu un espoir. La flotte fantôme. Des navires masquent leur identité avec de faux pavillons et noms. Les pétroliers proches de la retraite sont souvent repeints, réenregistrés et équipés de transpondeurs modifiés, ce qui falsifie leur position. Ces navires chargent du pétrole au Venezuela, puis transfèrent parfois leur cargaison à d'autres en mer, une pratique très risquée pour l'environnement. Le pétrole termine souvent en Malaisie, où il est reconditionné sous identité malaisienne, puis expédié en Chine. Ce réseau clandestin a joué un rôle clé dans le soutien de l'économie noire du Venezuela et la survie de Maduro. Récemment, les forces américaines ont agi pour perturber ce système. En novembre 2025, le pétrolier russe Seahorse, de la flotte fantôme sanctionnée, a fait demi-tour vers le Venezuela après avoir été bloqué par un navire de guerre américain. D'après Bloomberg, le 13 novembre 2025, le pétrolier transportant du carburant vers le Venezuela a été intercepté par le destroyer United States Ship Stockdale. Le navire russe a fait route vers Cuba, tandis que le navire de guerre américain s'est dirigé près des eaux vénézuéliennes vers Porto Rico. Depuis, l'Hippocampe a tenté 2 fois de s'approcher du Venezuela, mais a rebroussé chemin, restant en mer des Caraïbes. Après ces mesures américaines, la China National Petroleum Corporation, l'un des principaux acheteurs de Petróleos de Venezuela, société anonyme, même après l'annulation soudaine des chargements de pétrole vénézuéliens par des sanctions antérieures, l'administration Trump a commencé à cibler non seulement les entités vénézuéliennes, mais aussi les entreprises étrangères qui font affaire avec Petróleos de Venezuela, société anonyme, en menaçant de saisir tous leurs actifs aux États-Unis. En décembre 2025, les forces américaines ont débarqué d'hélicoptères sur un pétrolier après des mois de renforcement militaire dans les Caraïbes. Elle a aussitôt été condamnée par le gouvernement vénézuélien comme un vol éhonté et un acte de piraterie internationale. Mais l'objectif de l'administration Trump dépasse une simple saisie. L'expert en énergie de l'université Reese, Francisco G. Minaldi, indique que le super pétrolier Skipper, âgé de 20 ans et pouvant transporter près de 2 millions de barils, était probablement en route. Pas pour Cuba comme le disait Washington, mais pour la Chine, car ces grands navires servent rarement sur de courtes routes caribéennes. Le navire avait été sanctionné par le Trésor américain en 2022 pour transport de pétrole iranien interdit et était auparavant lié à un réseau russe de contrebande. Les responsables vénézuéliens affirment que cette saisie est inédite, et ils ont en partie raison. Si d'autres pétroliers iraniens ont été saisis, c'est la première interception d'un navire quittant le Venezuela avec un équipage vénézuélien. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle entend saisir non seulement la cargaison, mais aussi le navire lui-même. C'est une perte financière importante pour la société propriétaire, même si techniquement elle revient à l'acheteur, selon un contrat franco à bord. L'impact général est clair.
Cette mesure marque une escalade de la pression américaine. Reuters signalant qu'environ 30 autres pétroliers près du Venezuela appartiennent à une flotte fantôme transportant du pétrole. La Russie et l'Iran sont aussi sous sanctions. L'essor dans les Caraïbes a débuté en août 2025 avec une action spectaculaire et inédite de la Maison-Blanche. En doublant la récompense pour toute information menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, à 50 millions l'accusant d'être l'un des plus grands narcotrafiquants du monde. Donald Trump, président américain et critique de Maduro, a pris cette décision après son retour au pouvoir en janvier, suite à l'élection au Venezuela. Largement condamné pour la fraude électorale et rejeté par une grande partie de la communauté internationale. La procureure générale Pam Bondi a annoncé que les États-Unis portaient la récompense à 25 millions de dollars, accusant Maduro d'implication directe dans d'importantes opérations de trafic de drogue. Parallèlement, des responsables américains ont confirmé le déploiement de forces aériennes et navales, dont un sous-marin nucléaire et des avions de surveillance, signalant une nette escalade. En plus du renforcement militaire, la présence inclut désormais porte-avions, destroyers lance-missiles et navires d'assaut amphibies pouvant débarquer des milliers de soldats. Les forces américaines insistent sur le fait que l'objectif ne porte pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur les cartels de la drogue qui opèrent des routes maritimes illégales. L'analyse des images satellites et des données de suivi des navires a permis d'identifier au moins 9 navires militaires américains, opérant dans la région ces dernières semaines. L'United States Ship General Hereford, plus grand porte-avions mondial, a été vu près d'un port des îles Vierges américaines le 4 décembre, à 600 miles du Venezuela, après avoir opéré à 125 miles au sud de Porto Rico. Mi-novembre, les médias ont aussi identifié 8 autres navires américains, dont le motor vessel Ocean Trader et des navires amphibies de classe United States Ship Antonio. Le navire le plus proche du Venezuela était un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga, observé à seulement 15 miles au large des côtes vénézuéliennes. Les images satellites confirment une forte activité navale américaine ces 2 dernières semaines, alors que les tensions montent. Cette escalade suit des frappes aériennes américaines contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes et l'Est du Pacifique, jugés nécessaires par l'administration Trump pour perturber ces réseaux. Depuis début septembre, les forces américaines ont effectué au moins 22 frappes dans les eaux internationales, dont la dernière a fait 4 morts, le 4 décembre 2025, intensifiant les spéculations sur une possible action militaire contre le Venezuela. Les États-Unis ont renforcé leurs actions, affaiblissant peu à peu les liens du Venezuela avec la Russie, la Chine et l'Iran. Le Venezuela ne peut pas affronter seul les États-Unis, car il manque de puissance militaire et de technologie avancée, selon l'Institut international d'études stratégiques. La Forces armées nationales bolivarienne regroupe environ 123 000 militaires, 63 000 dans l'armée de terre, 25 500 dans la marine, 11 500 dans l'armée de l'air, 23 000 dans la garde nationale et 8 000 réservistes. De plus, le gouvernement peut mobiliser la milice bolivarienne, une force de réserve civile créée sous Hugo Chavez. Presque tout le matériel militaire du Venezuela provient de la Russie, de l'Iran ou de la Chine. À l'époque, ils soutenaient activement le Venezuela, mais les temps ont changé. À une époque où les alliés du Venezuela soutenaient peu Maduro, les États-Unis ont accru la pression en resserrant les restrictions. Washington a effectivement pris des mesures pour fermer l'espace aérien vénézuélien, après que l'administration fédérale de l'aviation américaine a averti les compagnies aériennes de situations potentiellement dangereuses en raison de la détérioration des conditions de sécurité et de l'intensification de l'activité militaire. Ainsi, 6 grandes compagnies aériennes desservant l'Amérique du Sud ont suspendu leurs vols vers le Venezuela. Caracas a réagi avec colère, supprimant les droits d'exploitation de la compagnie aérienne et l'accusant de soutenir le terrorisme d'État encouragé par les États-Unis. Le trafic aérien restreint et les frappes américaines contre des navires vénézuéliens ont accentué l'isolement du Venezuela, facilitant le contrôle des opérations maritimes et aériennes par les États-Unis. Cet isolement a aussi gravement affecté le dernier espoir du Venezuela, le tourisme russe. Des vacanciers russes ont été envoyés de stations balnéaires vénézuéliennes vers Cuba, après des inquiétudes sur la sécurité aérienne, dues au renforcement militaire américain. Des touristes déjà au Venezuela ont appris qu'ils seraient évacués par vols spéciaux à la fin de leurs vacances. Le coup le plus dur pour Maduro fut lorsque les États-Unis ont classé le cartel de Los Solos, qu'ils disent lié à lui, comme organisation terroriste. Le cartel des Soleils désigne depuis les années 1990 des hauts gradés militaires vénézuéliens accusés de s'enrichir par le trafic de drogue. En intensifiant la pression économique, le Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions visant des membres de la famille de Maduro et les réseaux maritimes facilitant les exportations de pétrole du Venezuela.
Washington a sanctionné 3 neveux par alliance de Nicolás Maduro, 6 pétroliers vénézuéliens et des compagnies maritimes associées, renforçant la pression sur le régime. Ces mesures interdisent aux personnes sanctionnées d'accéder à tout bien ou actif financier détenu aux États-Unis, y compris les comptes bancaires, les biens immobiliers ou les fonds transitant par le système financier américain. Toute entreprise ou citoyen américain traitant avec des personnes ou entités sanctionnées risque des sanctions et mesures d'application. Les sanctions touchent aussi toute entreprise détenue à au moins 50% directement ou indirectement par des personnes sanctionnées, même si ces sociétés ne sont pas nommées. En plus des neveux narcos, Frankie Flores, Carlos Flores et Efraín Campo, les États-Unis ont aussi sanctionné l'homme d'affaires panaméen Ramón Carretero, impliqué dans des expéditions de pétrole et des affaires avec Maduro. Et actuellement, Chevron reste le seul producteur de pétrole américain actif au Venezuela, opérant sous une licence spéciale accordée d'abord en 2022, puis prolongée par l'administration Trump, en partenariat avec Petróleos de Venezuela Société Anonyme. Chevron fournit près d'un 1/5 du pétrole officiel du Venezuela et a porté ses expéditions de 128 000 à 150 000 barils par jour entre octobre et novembre. Elle cherche à récupérer des milliards que Petróleos de Venezuela Société Anonyme lui doit et à éviter des saisies de biens. Pendant ce temps, après avoir déployé un porte-avions dans les Caraïbes et mené une série de frappes meurtrières contre les cartels de la drogue, Donald Trump a également averti que le trafic de drogue vénézuélien par voie terrestre pourrait bientôt être ciblé, alors que la Maison-Blanche présente ses actions comme nécessaires pour endiguer le flux de drogues illégales vers les États-Unis. Beaucoup d'observateurs pensent que l'objectif principal est de pousser Nicolás Maduro à quitter le pouvoir. Cela a lancé un débat parmi les analystes sur la possibilité que Nicolás Maduro doive céder le pouvoir ou affronte les États-Unis, malgré le manque de soutien militaire de la Russie et de la Chine.